Salut à tous. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il était en train de regarder, pas les analystes qui surveillaient les mouvements de flotte dans les heures précédant l'événement, pas les services de renseignement de Pékin et de Moscou, dont les satellites suivaient la posture navale américaine dans le détroit. Pas les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, dans leur poste de commandement côtier, qui observaient 3 destroyers américains lance-missiles entrer dans le détroit d'Ormuz plus tôt cette semaine dans le cadre des paramètres de mission d'escorte de Project Freedom. Pas même le corps de presse international qui a couvert les événements de cette nuit-là comme une confrontation navale, un affrontement entre les forces iraniennes et les navires de guerre américains, une escalade dangereuse dans le conflit en cours. Ce qu'ils regardaient, c'était un piège. L'USS Mason, l'USS Truxtun et l'USS Rafael Peralta, 3 destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke, n'étaient pas stationnés dans le détroit d'Ormuz pour être défendus. Ils servaient d'appât, placés avec une précision délibérée exactement dans la position où la doctrine iranienne d'interdiction maritime exigeait qu'il se trouve pour que le CGRI croie que le moment était venu d'activer tout l'arsenal que le régime cachait sous terre depuis des décennies, en attendant précisément ce genre d'occasion, convaincu par l'image de renseignement qui lisait que les Américains étaient divisés, que les partenaires du Golfe hésitaient, que la situation diplomatique avait créé la fenêtre précise que la doctrine avait toujours exigée. Le CGRI a tout activé, des essaims de drones kamikazes, un mélange de missiles balistiques et de missiles de croisière, des vedettes d'attaque rapide armées, toute l'architecture d'interdiction maritime que les gardiens de la Révolution avaient passé des années à construire, financée et dissimulée dans les réseaux de tunnels souterrains qui s'étendent sous l'île de Keshem, Bandar Abbas et le littoral de la province iranienne du Hormozgan dans le sud du pays. Les navires lance-missiles Hadar 110 que le CGRI avait dévoilé il y a un peu plus d'1 an. Les Red Wasps, ces centaines de vedettes d'attaque rapide cachées dans des tunnels creusés à flanc de montagne. Les missiles de croisière anti-navires Nour et Kader. Les missiles balistiques Khalij Fars, les HI-2 Silkworm pour les frappes à courte portée contre les pétroliers. Tout est sorti et au moment même où tout est sorti, tout est mort. Le système de combat Aegis de chaque destroyer, capable de suivre simultanément des centaines de cibles et de calculer des solutions d'interception avant même que le premier missile n'atteigne son altitude de croisière, avait été préparé exactement pour cet engagement. 0 dommage, 0 victime américaine, 0 impact sur un navire américain. Le cadrage public de l'opération par Trump est arrivé dans le style déclaratif particulier qu'il utilise lorsqu'il décrit un succès militaire américain. Les missiles ont été abattus, magnifiquement abattus, les drones sont arrivés et ont été incinérés dans les airs comme un papillon tombant dans sa tombe, et les bateaux ont été envoyés au fond de la mer rapidement et efficacement. Dans l'univers préféré des conférences de presse de Trump, même la physique semble censée faire une pause, applaudir et attendre le slogan. Puis, avant même que la fumée des interceptions ne se dissipe, la contre-frappe américaine a commencé. Bandar Abbas, l'île de Keshem, Minab, Bandar-e, Kamir. 6 explosions entendues à Minab en l'espace de 40 secondes. Le littoral sud de l'Iran, qui contrôle le détroit, a été paralysé en quelques minutes. Les installations précises qui s'étaient exposées pendant l'attaque, les sites de lancement dont l'architecture américaine de renseignement, surveillance et reconnaissance, avaient confirmé les coordonnées au moment même où le CGRI sortait de sous terre, étaient les cibles, pas des représailles aléatoires, pas des frappes punitives contre ce qui était simplement accessible. La destruction précise des nœuds spécifiques que l'attaque elle-même avait exposés. C'est le concept opérationnel que la plupart des couvertures récentes ont complètement manqué. L'arsenal souterrain du CGRI était le défi militaire précis qui rendait incomplète la première phase de la campagne de contre-frappe dans ce conflit. Sous l'île de Keshem, il existe un réseau de tunnels creusés dans de la roche sédimentaire dure et des formations salines, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Le Wall Street Journal a rapporté que plus de 60% des vedettes d'attaque rapide du CGRI sont encore protégées dans des bases côtières souterraines creusées à flanc de montagne le long du littoral. Presque impossible à détecter depuis les airs.
Sous Bandar Abbas, des bases navales souterraines construites à une profondeur de 500 mètres abritent à la fois des navires et l'infrastructure de commandement qui coordonnent leur déploiement. À l'intérieur de ces tunnels se trouvent des missiles de croisière anti-navires d'une portée supérieure à 1000 km, des missiles balistiques et l'architecture de planification opérationnelle de la doctrine d'interdiction maritime que le CGRI développe depuis les années 1980. Le problème fondamental pour l'architecture de ciblage américaine est que les actifs souterrains ne peuvent pas être détruits tant qu'ils restent sous terre. Les radars ne peuvent pas les voir. Les satellites ne peuvent pas les détecter de manière fiable dans leur configuration opérationnelle. Les munitions anti-bunker de l'arsenal américain visent les installations durcies de surface et proches de la surface, mais les réseaux de tunnels creusés dans de la roche durent à 500 mètres de profondeur posent des défis d'ingénierie que même les munitions pénétrantes les plus capables ne peuvent pas résoudre complètement. La seule façon de détruire le contenu de ces tunnels est d'attendre que ce contenu en sorte. Les 3 destroyers américains dans le détroit étaient l'instrument opérationnel précis destiné à faire sortir ce contenu des tunnels. Le concept est élégant de la manière dont les meilleurs concepts opérationnels sont élégants, simple au niveau stratégique, techniquement exigeant au niveau tactique, dévastateur dans ses conséquences pour l'adversaire qui tombe dans le piège. Le CGRI s'est vu présenter la cible pour laquelle sa doctrine avait été conçue, le navire de guerre américain dans les eaux confinées du détroit, là où la doctrine des SEM asymétriques était censée être la plus efficace. L'évaluation était que le désespoir institutionnel du CGRI, produit par 68 jours de pression de blocus, par une capacité militaire dégradée et par un gouvernement civil qualifiant sa stratégie de folie, avait atteint le seuil où l'occasion deviendrait irrésistible. L'architecture défensive américaine était prête pour chaque catégorie de menaces que la doctrine allait déployer et les satellites ainsi que les plateformes américaines de renseignement, surveillance et reconnaissance étaient prêts à suivre chaque point de lancement, chaque sortie depuis le sous-sol, chaque vedette d'attaque rapide quittant son abri côtier au moment où l'attaque commencerait. C'est le genre de logique opérationnelle nette que l'écosystème médiatique de Trump a ensuite tendance à réduire à 3 mots. Un geste de la main et un graphique de victoire. Le CGRI a lu la situation exactement comme l'opération américaine exigeait qu'il la lise. Un désaccord avait éclaté entre les États-Unis et les États du Golfe. L'Arabie saoudite avait fermé l'accès américain à ses bases pendant 6 heures. Trump voulait suspendre Project Freedom. Des canaux diplomatiques s'étaient ouverts et 3 destroyers américains transitaient dans le détroit à un moment que le CGRI a évalué comme vulnérable. Le CGRI a calculé que les Américains étaient divisés, que leurs alliés étaient en colère et que le moment était devenu maintenant ou jamais. C'est toujours le risque lorsque la signalisation stratégique se mélange au théâtre façon Trump, les ennemis finissent par confondre les effets de lumière avec le véritable scénario. Les avions ravitailleurs cassés 135 révèlent quand le piège a été tendu. Au moins 5 cassés 135 ont décollé des Émirats arabes unis avant le début de l'engagement. 4 autres ravitailleurs volaient au-dessus d'Israël et de la Jordanie. L'infrastructure de ravitaillement en vol qui soutient les opérations de frappe prolongée était déjà dans les airs avant que le CGRI ne tire sa première arme. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, avait reçu à l'avance des renseignements sur la planification opérationnelle du CGRI et avait activé le plan de contre-frappe avant le lancement de l'attaque. Les destroyers n'avaient pas été positionnés dans le détroit pour être ensuite secourus lorsque l'attaque est arrivée. Ils avaient été positionnés dans le détroit parce que l'attaque était attendue et que ce positionnement était conçu pour la provoquer. C'est le concept opérationnel qui transforme un engagement défensif en récolte offensive de renseignements. Chaque point de lancement activé par le CGRI a été catalogué en temps réel par des satellites dont la couverture d'observation était déjà concentrée sur les positions côtières précises où l'arsenal souterrain était concentré. Chaque vedette d'attaque rapide quittant son abri souterrain a été suivi dès son entrée dans l'eau. Chaque missile tiré depuis un lanceur mobile a identifié la position de ce lanceur au moment du tir.
L'engagement n'a pas seulement produit la destruction des armes qui ont été tirées, il a aussi fourni les coordonnées de ciblage des installations souterraines d'où elles provenaient. La contre-frappe a visé à la fois les armes qui avaient été tirées et les portes par lesquelles elles étaient sorties. Bandar Abbas. C'est la principale base des forces navales des gardiens de la Révolution. Le port dont les grandes plateformes, le Shahid Bagheri et le Makran, avaient été envoyés au fond du port pendant la phase d'ouverture des Piques Fury, puis réparés par l'Iran pendant la période de cessez-le-feu, dans le cadre du même effort de reconstitution que l'évaluation de la CIA disait avoir établi 70% de la capacité militaire d'avant-guerre. Elle était de nouveau en flammes quelques heures après l'attaque du CGRI. Les réparations qui avaient coûté d'énormes ressources à l'Iran pendant le cessez-le-feu ont été effacées dans le même engagement qui a exposé l'infrastructure souterraine. Le quai Barman et les installations navales du CGRI sur l'île de Keshm, en particulier les installations à partir desquelles opéraient les navires lance-missiles Hadar 110, ont été frappés au moment où les portes souterraines se sont ouvertes et où les navires ont émergé. Le CGRI appelait l'île de Keshm son porte-avions insubmersible. Les installations qui ont lancé l'attaque depuis ce porte-avions ont été détruites dans la contre-frappe qui a suivi l'attaque. Minab, le poste de contrôle de la police navale du CGRI qui sert de centre opérationnel d'envoi pour la stratégie d'essaim de vedettes d'attaque rapide. 6 explosions en 40 secondes. L'installation qui a coordonné le déploiement de la flotte de moustiques pendant l'engagement a été visée dans la contre-frappe qui l'a suivie. Bandar et Kamir, les positions de lancement de missiles et de drones assyriques, les postes de contrôle côtier qui contrôlent l'accès aux approches orientales du détroit. Toute l'architecture fonctionnelle de la mise en œuvre opérationnelle de la doctrine d'interdiction maritime, exposée par sa propre activation, a été visée dans le même engagement. La réponse de la machine de propagande révèle la profondeur complète du détachement du régime par rapport à la réalité opérationnelle. Les médias des gardiens de la Révolution ont affirmé avoir visé au moins 3 navires de guerre américains et que ces navires avaient fui rapidement. Le CENTCOM ne confirme aucune de ces affirmations. Il n'existe pas la moindre preuve que des navires américains aient subi des dommages. Les navires n'ont pas fui, ils ont terminé leur transit. Les escortes de convois de Project Freedom ont atteint le golfe d'Oman. La contre-frappe américaine a détruit les installations portuaires iraniennes. La symétrie étrange est difficile à manquer. Téhéran invente une victoire pour la télévision, tandis que le camp de Trump préfère habituellement inventer d'abord la télévision, puis appeler cela une victoire. Et sur la place de la Révolution, à Téhéran, une foule s'est rassemblée pour célébrer ce que la télévision d'État présentait comme une victoire militaire iranienne décisive contre la flotte américaine. Des gens dans les rues de Téhéran célébraient sincèrement la destruction de destroyers américains qui n'avaient pas été détruits, dont les ponts d'envol lançaient encore des aéronefs, dont les systèmes Aegis avaient intercepté chaque missile, chaque drone et chaque bateau que le CGRI avait envoyé contre eux. La machine de propagande du CGRI n'a pas seulement créé un faux récit destiné à la consommation intérieure. Elle a créé un faux récit sur lequel la propre direction du régime pourrait s'appuyer pour sa planification stratégique. Les commandants qui ne peuvent pas faire confiance à leurs subordonnés pour faire remonter des informations exactes, qui punissent les porteurs de mauvaises nouvelles, qui opèrent depuis des bunkers où l'image du renseignement est filtrée par les mêmes incitatifs institutionnels qui ont produit les fausses revendications territoriales de Gerasimov en Russie, prennent des décisions sur les négociations cadres, la course aux armes par la mer Caspienne et le mécanisme de transition de 30 jours en se fondant sur une évaluation de leur situation militaire qui ne correspond pas à la réalité opérationnelle documentée par l'engagement. C'est ce qui arrive lorsque des systèmes politiques commencent à traiter le message comme du renseignement et les applaudissements comme une confirmation du champ de bataille, une habitude que l'entourage de Trump n'a jamais vraiment découragée. L'histoire de la silhouette en carton qui a circulé après l'engagement récent constitue la capture symbolique précise de ce détachement. Des images censées montrer le président iranien assistant à une réunion avec le guide suprême, dans laquelle une image en carton de Khamenei servait de représentant, ont généré une immense discussion sur les réseaux sociaux et un débat sur la question de savoir si la direction du régime est fonctionnelle, visible ou même réelle, dans un sens opérationnel significatif.
La vérification indépendante de cette affirmation précise n'a pas été confirmée. Mais le fait que cette image ait généré le débat qu'elle a généré, que la question de savoir si le guide suprême avait été remplacé par du carton dans des réunions officielles ait pu circuler assez sérieusement pour exiger une réponse officielle, dit quelque chose de la crise de crédibilité précise que traverse le régime. Un gouvernement qui ne peut pas convaincre sa propre population que son guide suprême est vivant et gouverne est un gouvernement dont l'infrastructure de légitimité fonctionne à son minimum absolu. La doctrine d'interdiction maritime, que l'engagement du 7 mai semble avoir définitivement réfuté, mérite l'examen analytique précis que son échec exige. La stratégie d'attaque asymétrique par SN du CGRI reposait sur un ensemble précis d'hypothèses concernant les conditions d'engagement dans le détroit d'Ormuz. La géographie des eaux confinées crée les conditions précises dans lesquelles plusieurs petits navires rapides et manœuvrables peuvent approcher un navire de guerre plus grand depuis plusieurs vecteurs simultanément en saturant des systèmes de défense rapprochés capables d'engager un nombre limité de cibles à la fois. Les SM de drones ajoutent une dimension supplémentaire de menace aérienne arrivant simultanément avec les attaques de surface maritime. Les missiles de croisière ajoutent la capacité de frappe à distance qui force le navire défenseur à gérer des interceptions à longue portée, tout en gérant aussi les menaces rapprochées des bateaux et des drones. La doctrine suppose que la combinaison de menaces simultanées provenant de plusieurs domaines et de plusieurs portées va saturer la capacité défensive du navire défenseur et produire les taux de pénétration qui créent de véritables dommages au navire. La capacité du système de combat Aegis à suivre et à engager simultanément de multiples cibles et l'architecture défensive précise que la doctrine était censée submerger, l'engagement du 7 mai a produit le test empirique de cette hypothèse. Aegis a suivi l'ensemble de l'attaque multidomaine simultanée. Il a assigné des solutions d'interception à toutes les catégories de menaces. Il a exécuté ces solutions avant qu'une seule arme iranienne n'atteigne sa cible. L'hypothèse de saturation de la doctrine a été testée et falsifiée. Cela compte sur le plan opérationnel au-delà de l'engagement immédiat, parce que toute la stratégie militaire restante du CGRI pour le détroit repose sur la doctrine des saints, les vedettes d'attaque rapide, les essaims de drones Shahed, les missiles de croisière. Ce sont les actifs qui restent après la disparition de l'armée de l'air, le naufrage de la marine conventionnelle et la dégradation du réseau intégré de défense aérienne par des mois d'opérations de suppression. Ce sont les actifs que la course aux armes par la mer Caspienne est en train de réapprovisionner et ce sont les actifs que l'engagement du 7 mai a démontré que le système Aegis pouvait traiter de manière complète. La Russie, en fait, entrait davantage en Iran en ce moment même, plus de composants Shahed, plus de pièces de missiles, plus d'éléments de défense aérienne. Mais la doctrine asymétrique qu'ils sont censés soutenir vient d'être testée empiriquement face à l'architecture Aegis et a produit 0 impact contre 0 navire américain. Plus d'ogives, Shahed ne change pas le résultat si la doctrine qu'elles sont censées exécuter s'est révélée insuffisante. Elle change la quantité de l'engagement sans en changer l'issue. La dimension économique du moment actuel ajoute la couche que l'image strictement militaire ne saisit pas à elle seule. L'Iran produit entre 2 et 3,5 millions de barils de pétrole par jour. Ce pétrole doit être en mouvement constant par des ports comme l'île de Karg et les terminaux d'exportation. Une grande partie du budget du gouvernement dépend de ce flux. Lorsque les exportations sont bloquées, le système ne s'arrête pas proprement. Il s'engorge. La physique d'ingénierie de cet engorgement est le mécanisme précis par lequel l'impact économique du blocus devient permanent plutôt que temporaire. Les réservoirs de stockage se remplissent pendant que la production continue sans capacité d'exportation. L'Iran dispose d'environ 40 à 90 millions de barils de capacité de stockage. En pleine production et sans exportation, cet espace se remplit à un rythme qui produit le point de décision précis en quelques semaines, soit réduire la production et subir les pertes de revenus, soit continuer à pomper dans un système qui ne peut envoyer le pétrole nulle part. Poursuivre la production dans un stockage saturé n'est pas économiquement bénin. L'accumulation de pression dans les pipelines lorsque le flux ralentit crée le problème précis de génie chimique lié à la séparation des cires et des asphaltènes.
Les composants lourds du pétrole brut commencent à précipiter hors de la solution lorsque la vitesse d'écoulement diminue, se déposant sur les parois des pipelines, réduisant l'efficacité, créant des blocages qui nécessitent des interventions coûteuses et, dans certains cas, causant des dommages permanents aux formations de réservoirs elles-mêmes par une mauvaise gestion de la pression. Le blocus ne réduit pas seulement les revenus iraniens dans l'immédiat. Il crée les conditions de dommages permanents à la productivité géologique des champs pétroliers, censés générer des revenus iraniens pendant des décennies après tout règlement politique. C'est le concept économique précis derrière la stratégie de pression maximale qui rend son échéancier de douleur aiguë de 3 à 4 mois significatifs au-delà de l'impact financier immédiat du blocus. Le régime qui survit au blocus pendant 3 à 4 mois n'en ressort pas avec son infrastructure pétrolière intacte. Il en sort avec des réservoirs endommagés, des pipelines obstrués, une infrastructure de stockage dégradée et l'héritage technique précis d'avoir fait fonctionner un système de production pétrolière à l'encontre de ses paramètres de conception pendant une période prolongée. La pression maximale dans le vocabulaire de Trump sonne toujours plus proprement que la machinerie qui se cache dessous. Comme si un slogan pouvait recouvrir poliment le bruit des tuyaux, des budgets et des marges qui s'effondrent. Les cartes de levier de l'Iran sont les vulnérabilités précises que les communications stratégiques iraniennes ont publiquement recensées dans la planification de scénarios d'escalade que le régime publie pour signaler ses intentions de dissuasion. L'oléoduc de Yanbu, la route d'exportation pétrolière saoudienne vers la mer Rouge qui contourne Hormuz, une frappe iranienne contre cette installation fermerait la route de contournement de secours de l'Arabie saoudite et rétablirait le levier d'Hormuz, même si le terminal de Fujairah et le pipeline de contournement Adcop sont déjà opérationnels. Le problème opérationnel de cette carte est qu'une frappe directe contre l'infrastructure saoudienne active la coalition arabe dont la formation avait déjà été accélérée par la frappe sur Fujairah. Les 300 avions saoudiens, les 6 blocs 60 des Émirats arabes unis, les réunions de coordination militaire de la coalition, qui ont commencé dans les heures suivant l'attaque contre Fujairah serait pleinement activée contre le territoire iranien, avec la légitimité précise de la légitime défense collective. Le terminal de Fujairah a déjà été frappé et a continué de fonctionner. Les attaques iraniennes de missiles et de drones contre Fujairah ne sont plus une menace théorique. Elles sont la réalité documentée de l'engagement d'il y a quelques semaines. La réponse de la coalition à ces attaques a présenté la situation comme une situation dans laquelle ce que les États-Unis et Israël avaient commencé sans pouvoir le terminer, les Arabes le mèneraient jusqu'à la fin de l'Iran. Bab el-Mandeb est la carte houtiste. Si le détroit se ferme, et si le contournement saoudien se ferme, la seule route alternative restante passe par les 3 passages entre le Yémen et la Corne de l'Afrique que les Houthis contrôlent nominalement. Une activation iranienne des Houthis pour fermer Bab el-Mandeb fermerait simultanément les 2 grands goulets d'étranglement maritime par lesquels l'énergie du Golfe atteint les marchés européens et asiatiques. Le problème opérationnel est que les Houthis sont actuellement dans un silence stratégique après l'effondrement de leur soutien financier venu de Téhéran. Les quelques roquettes qu'ils ont tirées récemment ont été décrites par leurs propres dirigeants comme représentant leurs dernières munitions disponibles. Les activer pour une opération de fermeture de Bab el-Mandeb exige des ressources qu'ils ne possèdent pas actuellement. La menace contre les câbles sous-marins est la carte de guerre informationnelle. 7 grands systèmes de câbles passant par le détroit d'Ormuz transportent plus de 97% de tout le trafic Internet du Golfe. Des drones iraniens ont déjà attaqué des centres de données à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Le scénario théorique d'une coupure simultanée des câbles, d'une fermeture des goulets d'étranglement énergétique et d'une attaque contre l'infrastructure numérique produirait une crise composée qu'aucune architecture de réponse unique n'est conçue pour gérer. La réalité opérationnelle face à ces 3 cartes simultanément est la posture de force américaine qui existe actuellement. 3 groupes aéronavals, des opérations de protection sous-marine pour les infrastructures critiques, une gestion des déroutements pour le transit maritime autour des menaces potentielles des Houthis, une couverture de flotte de surface des approches de Yanbu et de Fujairah,
Et l'architecture précise de contre-frappe que l'engagement du 7 mai a démontré capable d'être activé en quelques minutes dès que le CGRI expose ses actifs. C'est une quantité de détails peu commode pour quiconque espère vendre la situation comme un nouveau titre propre, façon Trump, avec un drapeau en arrière-plan. La vraie question, à laquelle l'analyse de ce conflit revient de toutes les directions depuis l'annonce du cessez-le-feu, est de savoir si l'institution qui prend ces décisions est assez lucide pour calculer le coût de chaque carte par rapport à sa réalité opérationnelle. Pezeshkian a qualifié la stratégie de folie. L'histoire de la silhouette en carton a circulé. Le CGRI s'arme par la mer Caspienne tout en négociant simultanément par le Qatar. Les villes de missiles souterraines se sont exposées pour sauver la flotte de moustiques et les deux ont été détruites. La machine de propagande revendique la victoire sur la place de la Révolution pendant que les installations portuaires brûlent, que les pétroliers sont immobilisés et que le blocus tient à 500 millions de dollars par jour. Le calcul sobre-produit, une seule conclusion. Le coût de jouer chaque carte dépasse le levier que cette carte produit. La frappe contre Yanbu déclenche la coalition arabe. La frappe contre Fujairah l'a déjà déclenchée. L'activation des Houthis ne peut pas être financée. La coupure des câbles produit une réponse de coalition. La doctrine des saints a été testée empiriquement et jugée insuffisante. Les villes de missiles souterraines se sont exposées et ont été détruites. Les vedettes d'attaque rapide sont au fond du détroit. Le calcul de panique produit une conclusion différente. Créer assez de chaos, imposer assez de coûts, provoquer assez de perturbations économiques internationales. Générer assez de pression politique sur Washington de la part des économies européennes et asiatiques pour que le calcul politique intérieur américain change avant que la survie institutionnelle du CGRI ne soit définitivement terminée. C'est la version cauchemardesque de la politique par le spectacle, rendre la crise assez bruyante et espérer que les caméras confondent le bruit avec du levier. Le piège qui a produit l'engagement du 7 mai était précisément conçu pour répondre au calcul de panique en accélérant son échec. L'arsenal souterrain a été exposé, il a été détruit. Le calcul de panique s'est retrouvé avec moins d'actifs à déployer pour la prochaine phase de génération de chaos. Le modèle se répète jusqu'à ce que le coût de continuer dépasse ce que même le calcul de panique peut justifier. La largeur de la route devant l'Iran est la même que le point le plus étroit du détroit, 54 km, et elle se rétrécit. Les 3 destroyers qui ont servi d'appât cette semaine sont dans le Golfe d'Oman. Ils vont bien. Leurs systèmes Aegis ont fonctionné. Les pilotes sont repartis sans dommages, la contre-frappe a visé les installations qui s'étaient exposées. La doctrine d'interdiction maritime du CGRI, construite pendant des décennies dans des réseaux de tunnels souterrains le long du littoral sud, fait face à l'évaluation opérationnelle précise produite par l'engagement du 7 mai. La doctrine exige que les armes survivent assez longtemps pour atteindre leur cible. Le système EIS a mis fin à cette hypothèse. La doctrine exige que les installations souterraines survivent comme réserve de reconstitution, même après la perte des actifs déployés. La contre-frappe visant les sites de lancement exposés a mis fin à cette hypothèse. La doctrine exige que l'imposition de coûts asymétriques soit assez importante pour déplacer le calcul politique américain. 0 impact sur 3 destroyers ne déplace pas ce calcul. 0 impact est un chiffre brutalement clair, même avant que quelqu'un essaie de l'habiller d'une cravate rouge et d'un superlatif. Ce qui reste au CGRI après l'engagement de cette semaine, c'est le réapprovisionnement par la mer Caspienne, l'échéance officielle de réponse du mécanisme de transition de 30 jours, l'Oceantrader à Diego Garcia et Project Freedom Plus, que la partie américaine a décrit comme l'alternative à un accord. Le piège a fonctionné. Les armes sont sorties des tunnels. La contre-frappe a détruit les tunnels d'où elles étaient sorties. Et maintenant, le CGRI décide, depuis les mêmes bunkers profonds, où ses commandants changent leur routine quotidiennement, parce que le réseau de renseignement a placé 14 membres de leur propre unité de protection VIP au même endroit, au même moment, si les armes russes qui foncent à travers la mer Caspienne constituent une justification suffisante pour jouer les cartes que l'analyse de leur coût suggère impossible à jouer durablement. Les destroyers
sont dans le golfe d'Oman, les tunnels sont ouverts, la contre-frappe a déjà eu lieu, et quelque part, dans un bunker dont l'emplacement a été changé hier et sera encore changé demain, l'institution qui a bâti la doctrine d'interdiction maritime ayant échoué cette semaine prend sa prochaine décision. Le détroit fait 54 km de large, à son point le plus étroit. Chaque heure qui passe le fait paraître plus étroit. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel